Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. 4 ministres du gouvernement talent étaient ce vendredi matin face à la presse et au corps diplomatique. Objectif, faire le bilan des actions du gouvernement après 100 jours de gestion. Ils sont prêts pour un nouveau départ dans le domaine du sport. Il s'agit des acteurs sportifs béninois. Ils l'ont fait savoir ce jeudi à Cotonou au ministère des Sports au cours d'une réunion à laquelle Oswald Omeki les a invités. Vous aurez le point dans cette édition. Et puis nous irons en République démocratique du Congo où les enlèvements deviennent fréquents face à l'inertie des autorités et de la police. Bienvenue à toutes et à tous. Les ministres de la Justice, de l'Économie et des Finances, des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur étaient ce vendredi matin face à la presse et au corps diplomatique. L'objectif de cette rencontre est de livrer les grandes lignes et les feuilles de route par ministère en 100 jours de gestion. On fait le point avec Loris Davor et Cyril Agbo. Tels des impétrants en instance de valider une thèse, 4 ministres du gouvernement talon ont donné rendez-vous à la presse et au corps diplomatique à la salle du Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit du ministre de la Justice Joseph Djogbenou, du ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Odile Atanasso, du ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi et du ministre de l'Économie et des Finances Romuald Ouadaïn. Le principal objectif de la rencontre est de livrer à la presse et au corps diplomatique les grandes lignes et les feuilles de route par ministère en 100 jours de gestion. L'exercice consiste en un court exposé de 7 minutes par ministre. Le renforcement de la capacité des acteurs de la justice, par exemple la loi sur le barreau, qui régit les avocats. L'état des lieux de ce point de vue n'était pas aussi catastrophique, mais il fallait s'y intéresser. De faire en sorte qu'au moins 5 notaires prêtent serment, de faire en sorte d'engager les discussions en vue de préparer le recrutement des magistrats. Sur le terrain de la législation, de faire en sorte que l'Assemblée nationale adopte la loi portant modification de la loi portant organisation judiciaire avec l'instauration maintenant au Bénin des juridictions commerciales, avec la création d'une cour d'appel en matière commerciale. Nous aurons désormais 3 tribunaux commerciaux et puis 3 cours d'appel en matière commerciale. Les actions que nous avons commencé à mener, c'est-à-dire au niveau du public, nous avons mis en place une commission qui a sillonné toutes les universités pour relever les insuffisances en matière d'équipement, en matière d'infrastructure, en matière de personnel, et pour juger de l'opportunité de l'installation de toutes ces universités publiques. Actuellement, nous sommes à près de 150 établissements d'enseignement privé du supérieur, dont 52, à peine 50 ont reçu l'agrément. Nous avons eu à prendre le décret fermant les centres privés, les établissements privés d'enseignement dans le domaine de la santé, parce que le domaine de la santé relève du pouvoir régalien de l'État. Les speeches se sont succédés, motivés et aussi convaincants les uns que les autres. Les ministres livrent le secret des 100 jours d'activité au sein du gouvernement de la rupture. Nous sommes arrivés avec un programme très clair, un programme ambitieux, et il faut donc prendre des mesures pour poser tout de suite les bases d'une croissance durable, d'une croissance intégrée pour les 5 années à venir. Nous avons procédé également en termes de mesures d'urgence à l'annulation d'un certain nombre de contrats, des contrats de cession de biens d'État. Nous avons lancé tout de suite les travaux pour faire un collectif budgétaire, c'est-à-dire que nous nous sommes dit de façon, une fois que nous avons mis un stop et nous avons commencé les actions conjoncturelles, ce qu'il fallait faire, c'est de revoir quels sont les moyens dont on dispose pour l'année et ensuite réajuster les actions que nous envisageons de faire pour l'année. On a repris nos recettes de façon réaliste et en intégrant la crise au Nigeria, nous avons revu à la baisse nos prétentions de recettes et ensuite nous avons revu nos postes de dépenses. Le mérite du type d'exercice que nous menons, c'est de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les imagine dans la rue. Il s'agit dans ce pays de restaurer l'état de droit, il s'agit de réorganiser les choses et d'être sûr que ce que nous faisons fait sens. Lorsque nous avons pris
la responsabilité des affaires publiques dans ce pays, c'est de faire dans tous les départements un état des lieux et de prendre des mesures urgentes. Alors, ce que nous avons fait, c'est de fermer quelques ambassades parce que nous ne pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens. Après avoir fourni des réponses à la série de questions à eux posées par les membres du corps diplomatique, chaque ministre repart confiant pour la suite de la mission pour un nouveau départ. Et puis le vent du nouveau départ souffle enfin sur le sport béninois. L'acte significatif de cette avancée a eu lieu ce jeudi à Cotonou. C'était au cours d'une réunion qui a réuni le ministre des Sports et l'ensemble des acteurs sportifs. Judicaël Polycap-Aïdjinou et Cyril Lagou. Oswald Omeki, Julien Minavoa et l'ensemble des acteurs sportifs béninois prêts pour un nouveau départ dans le domaine du sport au Bénin. Ces différentes parties consentent ainsi à œuvrer au rayonnement de ce sport tant au plan national qu'international. Cette avancée est en fait la phase conclusive d'une réunion qu'elles ont tenue ce jeudi après-midi à Cotonou. Cette réunion a succédé à plusieurs autres séances de travail au cours desquelles chaque composante du sport béninois a mené des réflexions. Côté mouvement sportif, les réflexions aboutissent à la rédaction d'un mémorandum dont voici un pan. L'introduction au Parlement d'un projet de loi sur le financement du sport qui crée les conditions favorables au sponsoring. L'instauration du statut de l'athlète de l'élite à qui l'État devra consentir le nécessaire décent. Le rétablissement du comité olympique dans son rôle légal de préparateur et d'organisateur de toutes les manifestations sportives à caractère national, régional, continental, international. La question de la subvention à bonne date des fédérations pour leurs compétitions nationales et internationales respectives. En somme, un catalogue d'ambitions qui a obtenu un écho favorable auprès du ministre des Sports. Ce mémorandum me paraît assez réaliste, assez fidèle, assez expressif des difficultés qui sont les nôtres et des différentes étapes par lesquelles nous devons passer si nous voulons régler le problème du sport béninois. Les propositions du mémorandum des acteurs sportifs du Bénin, Oswald Omeki les a épousées, d'autant qu'elles rejoignent celles contenues dans sa politique de développement du sport au Bénin, une politique qui sera mise en branle bientôt. Je lancerai dans quelques jours le programme d'action sectorielle, donc pour ce qui concerne le département ministériel dont j'ai la charge, qui est le programme du gouvernement dans le domaine du sport. Ce programme est à la fois ce que vous pensez et souhaitez et ce que le gouvernement pense et souhaite. Ce programme sera un programme réaliste. Ce programme contiendra des réformes institutionnelles qui n'ont pas besoin de ressources, mais simplement de votre accompagnement, de votre adhésion. Et ces réformes ne sont rien d'autre que ce que vous souhaitez vous-même et que vous avez exprimé à travers le mémorandum. Précisément, ce programme prend en compte, entre autres, la réalisation de la cartographie sportive béninoise, l'instauration d'un nouveau mode de financement des fédérations sportives. À ce sujet, le ministre des Sports a martelé son intention de promouvoir l'égalité des chances pour toutes les disciplines sportives. Sans conteste, son propos a suscité des réactions du mouvement sportif, dont la plus dubitative est celle de cet acteur du handball qui, selon son dit, craint que la mafia n'émousse les acteurs du ministre des Sports. Mais Oswald Omeki n'est pas une dupe, il sait comment atteindre ses objectifs. Il en faudrait donc plus pour l'en empêcher. Lui qui considère avoir signé un pacte avec les fédérations sportives ce 21 juillet 2016, c'est ce qui s'appelle faire date. Le 20e congrès du SENCO Béni, entendu syndicat des cheminots de l'organisation commune Bénin-Niger, s'est déroulé à l'Infosec de Cotonou ce jeudi. Objectif est le bilan des activités du bureau et procéder à l'élection d'une nouvelle instance dirigeante du syndicat. Et c'est le syndicaliste Dieudonné Loko qui a dirigé les travaux. C'est par une minute de silence en mémoire des cheminots qui ont quitté ce monde que le congrès du syndicat octogénaire a ouvert ses travaux ce jeudi à l'Infosec de Cotonou. C'est d'abord à Hassen Adjovi, le secrétaire général du syndicat des cheminots de l'organisation commune Bénin-Niger, SENCO Béni, qu'est revenu le mot de bienvenue. Les travailleurs cheminots croupissaient constamment sous le poids
de la misère à nul autre pareil. Conscient de l'importance du rôle du chemin de fer dans le développement social, culturel et économique de nos deux pays, nous avons œuvré, dès notre prise de fonction, à rendre plus fort notre syndicat afin de conquérir, de sauvegarder et de libérer les garanties sociales des travailleurs cheminots jusque-là confisqués. Ce congrès permettra à tous les délégués venus de tous les secteurs du chemin de fer Bénin-Niger de travailler, de réfléchir, d'échanger sur la modification des textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement de notre organisation syndicale en vue de les adapter au contexte nouveau dans lequel nous sommes enlisés depuis que Bénirail a débuté ses activités il y a bientôt 1 an. Le secrétaire général du Centra Bénirail a rappelé entre autres les problèmes qui minent la vie des travailleurs comme les salaires dérisoires et leur non prise en charge par Bénirail. Il appelle le gouvernement à bien vouloir jouer très rapidement leur partition dans la situation de crise judiciaire qui impacte négativement non seulement le développement des rails dans les deux États, mais aussi la vie professionnelle et sociale des cheminots en activité et en retraite. Le représentant du ministre des Infrastructures et des Travaux a eu quelques mots réconfortants à l'endroit des congressistes. Alors, ce congrès ordinaire, le 20e du Nord, se tient dans un contexte social marqué par la concession de l'ex-OCBN à Bénirail, caractérisé par le gel prononcé par la justice des activités de l'entreprise ferroviaire. Eu égard à tout ceci, et sans vouloir épiloguer sur tous les aspects de ce sujet, je voudrais vous rassurer que pour la sauvegarde de vos emplois et pour le développement économique et social du Bénin et du Niger à travers la reprise des activités, le gouvernement trouvera dans les tout prochains jours, ensemble avec vous, la partie nigérienne, une solution définitive. Dieudonné Lokossou a exhorté les congressistes à une autocritique. Nous sommes à un congrès. Vous devez faire vos propres critiques et autocritiques pour aller de l'avant. Les luttes intestines, les querelles de clochers, on doit les mettre de côté. C'est sur ces mots d'exhortation militante que je déclare solennellement ouvert votre 20e congrès et plein succès à vos travaux. Ce 20e congrès du Syncobéni connaîtra l'élection et la présentation du nouveau bureau exécutif qui conduira les destinées de cette organisation syndicale. Hors du Bénin à présent, dans l'est de la République démocratique du Congo, les enlèvements sont devenus monnaie courante face à l'inertie des autorités et de la police. Les ennuis ne sont pas terminés pour Floribert Kambale Safari. Son enlèvement de son village de l'Est du Congo en mai dernier s'était pourtant bien terminé. Ses kidnappeurs demandaient 1 500 $, mais les 500 $ que sa famille a pu réunir ont finalement suffi. Mais Floribert doit maintenant rembourser ses proches. Une tâche difficile car il ne gagne que 5 $ par mois en vendant un alcool de banane, le Kasiksi. Et il a peur de retourner dans sa plantation. Je ne sais plus comment est-ce que je vais faire. Je ne gagne que 5 000 par mois. Alors où est-ce que je trouverai les 500 $ d'autrui? Dans le Nord Kivu, le cas de Floribert est loin d'être isolé. Fermiers, imams, prêtres et fonctionnaires sont kidnappés et libérés après le versement d'une rançon. Des ONG comme la Croix-Rouge ont dû interrompre leurs opérations pendant plusieurs mois. Malgré les disparitions, la police n'intervient que rarement, tout en reconnaissant la gravité de la situation. Nous cherchons à mettre à contribution les maisons de télécommunications parce que c'est ravisseurs le plus souvent, ils utilisent des téléphones. Et donc, nous sommes sur des pistes qui pourraient éventuellement nous permettre de mettre la main sur eux. Depuis quelques mois, l'armée assure la protection de convois se rendant dans la région. Insuffisant pour des victimes de kidnapping comme Isaac, il tente de passer inaperçu après son enlèvement en septembre dernier. En ce moment, la journée, je peux sortir me promener un peu, parce que c'est le jour. Mais la nuit, je ne peux pas me promener, et personne ne doit savoir où je passe la nuit. Ces enlèvements pèsent lourd sur l'économie de cette région défavorisée du pays.
Un fléau qui se nourrit de l'insécurité qui gangrène la province depuis plus de 20 ans. En France, plus de mois après les inondations, l'eau s'est retirée, mais le calvaire commence pour les agriculteurs d'Île-de-France. Céréaliers et maraîchères craignent que les moissons ne soient marquées profondément par ces intempéries. Reportage. Caresser ses épis de blé, un geste que cet agriculteur fait normalement bien volontiers. Mais à quelques jours de sa 13e moisson, Nicolas Galpin a le moral dans les chaussettes. On est 7 semaines après les inondations et voilà, l'eau est toujours là, stagnante. On sent une odeur de pourriture. Ici, comme dans de nombreuses exploitations d'Île-de-France, il est tombé en 3 semaines autant de pluie qu'en 6 mois. Résultat, les sols n'ont pas réussi à absorber toute l'eau et surtout cette humidité a fait exploser la fusariose des champignons qui atrophient les grains. Ils contiennent aucune farine, en fait, il y a juste l'enveloppe du grain et ça va être un énorme problème pour nous et puis toute la filière pour utiliser ça en meunerie. Même inquiétude pour les betteraves à sucre dont la récolte est prévue à l'automne. Avec le manque de température et de luminosité au printemps et surtout l'excès d'eau qui a compacté le sol, elles n'ont quasiment pas poussé pendant un mois. On va se retrouver à récolter des betteraves peut-être de cette taille-là, alors que normalement une betterave c'est 1 kilo, c'est gros comme ça, quoi. Un peu plus au nord de l'Essonne, ce jeune agriculteur a lui aussi eu ses champs recouverts d'eau. Des milliers de pieds de pommes de terre se sont retrouvés ainsi asphyxiés, sans possibilité de se développer normalement. Tout ce que l'on voit par exemple sur cette zone 6, c'est uniquement de la repousse. Elles ont poussé à l'extérieur des buts. Et vous avez très peu de pommes de terre de qualité. Donc ces secteurs-là vont être systématiquement déclassés. Installé depuis moins d'1 an, Nicolas Powell s'attend à une baisse de 20 à 30% de sa récolte, avec des pertes pouvant aller jusqu'à 4 à 5 000 euros par hectare de patates. C'est la même chose qu'une gueule de bois. On aura travaillé beaucoup plus qu'une année normale, dans le sens où ces intempéries-là ont provoqué beaucoup d'interventions derrière, beaucoup d'entretien, etc. Donc pour un résultat qui sera ridicule. Grâce à son activité parallèle de négoce, le jeune exploitant pourra malgré tout limiter la casse, ce qui ne sera pas forcément le cas pour les 6 000 agriculteurs d'Île-de-France, dont un tiers étaient déjà en difficulté. Pas de confident, nombre de Japonais, des adolescents aux seniors ressentent le besoin de parler à des oreilles neutres sans pour autant aller s'allonger sur le divan d'un psychanalyste. La solution, louer un brave type. Reportage. Ce soir, Nodoka, 24 ans, a rendez-vous avec un homme de 2 fois son âge. Ni ami, ni prétendant, Takanobu Nishimoto est un homme à louer, en tout bien tout honneur. C'est la 2e fois qu'elle a recours à ses services, car ce qui lui plaît dans cette relation, c'est l'honnêteté qu'elle peut avoir avec cet inconnu. Il y a le moi avec mes amis, le moi en famille, le moi avec mon petit copain. J'ai créé un moi en fonction des autres. Ici, tout ça explose, du fait que je parle avec quelqu'un que je ne connais pas. Et grâce à lui, j'ai l'impression de mieux me comprendre. Quand il a lancé son service, Nishimoto l'a fait un peu comme une blague. 4 ans plus tard, il gère une 40aine de demandes par jour et une escadrille de 60 hommes est répartie sur l'ensemble de l'archipel. Le prix du rendez-vous, 1000 yens de l'heure, soit environ 8 €. Une somme symbolique qui formalise selon lui la relation. Le fait de recevoir 1000 yens est finalement une bonne chose, car ça implique de devoir garder une posture sérieuse, d'aborder les choses de manière professionnelle. Le client, de son côté, est aussi en droit de me dire « je te paye, donc tu m'écoutes ». 35 millions d'individus se croisent chaque jour à Tokyo. Mais dans une société très hiérarchisée où la pudeur est une règle, la communication spontanée peut être compliquée, même avec un proche. Quand on est confronté à quelque chose de nouveau en soi, c'est difficile d'en faire part à quelqu'un car il n'y a pas tout le temps le bon interlocuteur dans les relations existantes. On se demande comment on peut se livrer si on ne risque pas de gêner l'autre.
Du pêcheur solitaire à l'ado rêveuse, en passant par le malade en phase terminale, Monsieur Nishimoto a connu toutes sortes de clients. Au total, il a loué ses services à plus de 3000 individus. Et puis du sport pour mettre fin à cette édition. Récente médaillée de bronze de la Ligue mondiale, l'équipe de France de volleyball arrive à Rio avec un objectif en tête, le podium olympique. Reportage. Ils ont presque tout gagné depuis 2 ans. La Ligue mondiale et le championnat d'Europe en 2015 et une médaille de bronze lors de la Ligue mondiale 2016. Et pourtant, paradoxe des qualifications, les volleyeurs français ont dû attendre début juin pour enfin valider leur billet pour Rio lors du tournoi de qualification olympique de Tokyo. Franchement, c'était long, on a perdu tellement peu de matchs, on a l'impression qu'on ne sortait jamais du tunnel. On a fait 3 années exceptionnelles là et on se qualifie que à 2 mois des Jeux, mais que ça fait vraiment du bien. 11e au classement mondial, l'équipe de France de volley hérite d'un groupe A relevé avec le Brésil, médaillé d'argent JO en 2008 et 2012, les États-Unis, l'Italie, le Canada et le Mexique. Mais les champions d'Europe ont faim de victoire pour leur premier jeu depuis 2004. Il va falloir vraiment être costaud pour nous battre parce que voilà, mentalement, on a montré là, sur les matchs par exemple que mentalement on était là, qu'on avait de l'expérience. Le sélectionneur Laurent Tilly mise notamment sur son capitaine Benjamin Tognuti, sur le meilleur pointu de la Ligue mondiale 2016 Antonin Rousier ou encore sur le spectaculaire réceptionneur attaquant Erwin Ngapet pour se hisser sur le podium olympique, bien loin de la 9e place acquise en 2004 à Athènes. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.